Donc, comme Michel vous l'a présenté, on va vous faire une petite restitution sur un projet où on a décomposé un monolithe pour en faire une architecture microservice. Donc, je me présente, je m'appelle Valérie Servers, je suis full stack architecte, IT architecte sur ce projet. Et donc Olivier Jose, moi je travaille dans l'équipe d'architecture entreprise et mon rôle c'est Distribution Engineer et j'ai coaché le projet en question pour les aider du début à la fin, puisqu'on a presque fini et on va vous raconter cette histoire. Alors, on se trouve sur le domaine de la supply chain aval. Donc la supply chain chez Michelin, comme vous savez, on fabrique des pneus. Donc chez Michelin, on a 67 usines et on est présent dans 171 pays. Et on doit du coup déployer nos pneus de la sortie de nos usines vers toutes les sociétés du groupe. Et on appelle ça des commandes internes. On fait des commandes entre sociétés. L'objectif sur la supply chain, c'est d'avoir le bon pneu au meilleur endroit, au bon moment. Et donc, du coup, dans le système d'information dont on va vous parler, on a 6 millions de commandes par an à traiter, à orchestrer et à superviser. Donc, ça représente environ 180 millions de pneus par an. Et on est sur un domaine worldwide et on est aussi bien sur de l'intrazone Europe, de l'intrazone Amérique du Nord, mais aussi entre les zones. Donc, on a aussi du transport maritime et du transport, du coup camion à gérer. Donc, on est sur ce domaine-là. Donc, l'application dont on va parler, elle a été mise en place il y a une dizaine d'années et c'était un ERP Oracle, Distributed Order Orchestration, qu'on appelle chez nous DO, d'accord ? Donc, il a été mis en œuvre et en fait, son objectif, l'objectif de cet orchestrateur est de mettre sous contrôle tous les flux logistiques pour exécuter ses commandes internes. Alors, juste pour raconter un petit peu l'histoire en fait fonctionnelle en fait de notre orchestrateur. Donc, l'histoire commence par un package qui s'appelle le deployment plan, qui est aussi une solution qui, lui, en fonction des productions dans nos usines et des commandes clients, va nous demander, à nous, l'orchestrateur, d'exécuter des commandes. Donc là, on va avoir tout un jeu d'événements et d'actions gérés par le fameux orchestrateur pour aller planifier des camions. Voilà, on va planifier et on va optimiser notre transport logistique. Comme on est entre sociétés du groupe, on a forcément des commandes d'achat et des commandes de vente entre les sociétés. Donc là aussi, notre orchestrateur va discuter avec les ERP et va discuter également avec les magasins des points de départ et les magasins des points d'arrivée pour dire voilà ce que toi tu dois mettre dans le camion et voilà toi ce que tu vas recevoir. Et en fait, toute cette orchestration, c'est une vingtaine de processus métiers sur la supply chain. C'est tous ces processus, donc c'est de la modélisation PPMN dans le ERP existant, donc une vingtaine de tâches par processus. Et c'est un système également qui est très interfacé. Arrivant en fin 2019, cet ERP, on arrivait à une release technique de l'ERP. Et là, donc on s'est retourné vers notre architecture d'entreprise, et donc vous. Et donc du coup, on a suivi un petit peu les instructions de l'architecture d'entreprise. Donc je vais donner la main à Olivier. Alors, donc le 2012 DO sur une base Oracle, donc des problèmes d'obsolescence, tout système vieilli. Un éditeur aussi qui nous pousse un peu vers le cloud, c'est pas le seul, tous les autres font pareil, mais Oracle a fait ça aussi. Et puis, on avait quand même 8-10 ans, enfin 7 ans de retour d'expérience sur DO, et on s'est rendu compte que mettre dans un orchestrateur 20 processus, avec chacun une vingtaine de tâches, et maintenir une équipe, c'était compliqué. Et puis, au fil du temps, turnover dans l'équipe, on a perdu la connaissance. Donc, on s'est trouvé finalement dans un bon moment pour se dire, est-ce que finalement, ce n'est pas le moment de le réécrire? Plus le fait que cet orchestrateur étant centralisé par nature, dès que lui tousse, tout Michelin s'enrhume, puisqu'en fait, il n'y a plus rien qui part des magasins. Donc, il fallait c'est donc un single point of failure, et on s'est dit, ça fait 3 bonnes raisons de revoir tout ça. C'est bon. Et donc, c'était la personne de Generali qui nous a dit, finalement, microservices, et on va éviter les orchestrateurs, on va faire la chorégraphie, on est arrivé à peu près à la même conclusion. Ça n'a pas été complètement intuitif pour tout le monde, puisqu'on s'était fait à l'idée d'avoir un orchestrateur, un donneur d'ordre, qui cadençait ces processus-là. Et quand on est venu expliquer, on n'en a plus besoin, on va le décomposer en microservices,
ça a généré un petit peu d'émotion chez nous quand même. Et donc, on a été obligé de démontrer un peu que ce n'était pas une idée complètement farfelue. Donc, on a fait des POC pour montrer que c'était possible. Et donc, pourquoi on vient vous parler? Parce que cet orchestrateur, on l'a décomposé en plein de microservices. Valérie vous donnera le chiffre tout à l'heure. Et donc, comme c'est quand même une tâche compliquée de décomposer un monolithe en plein de microservices, on a essayé, une fois que la preuve technique avait été apportée, d'organiser finalement, de mettre sur pied une équipe pour construire ce nouveau produit. Et c'est un peu l'histoire qu'on va vous raconter. Avant de revenir sur comment décomposer ce fameux monolithe. Donc, on s'est dit, alors on a démarré en plein Covid. Premier confinement, c'est la date de départ de notre sujet. Donc, on a fait ça complètement remote, ce qui n'était pas forcément simple, mais on a essayé d'assembler une équipe et on a utilisé une nouvelle méthodologie qu'on appelle Scoping 360 pour construire cette équipe-là. Et finalement, cette méthodologie qui est inspirée de Lean, de l'agilité, XP, etc., on a pris un peu du meilleur de tous ces mondes-là. Le principe du Scoping 360, c'est quoi? On a un nouveau sujet, décomposer notre monolithe. On va mettre sur pied une équipe et on va prendre le temps de se dire ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, on a pris, alors, au départ, c'est 6 semaines, mais en période de Covid à distance, on a pris 8 semaines, c'était un peu plus long. 8 semaines pour essayer de redonner du sens à ce qu'on faisait. Donc, plein de nouveaux arrivants qui doivent redécouvrir le domaine dont on parle. Des profils divers et variés, techniques, fonctionnels. Il a fallu leur redonner la vision de ce qu'on voulait faire, puis essayer de traiter les problématiques d'architecture, parce que c'est décomposer un monolithe, c'est plus facile à dire qu'à faire, et essayer d'organiser l'équipe dans ses méthodes de travail, selon les principes Lean et Agile, donc des rituels réguliers, délivrer régulièrement en production. On a évité d'avoir l'effet tunnel. On commence à développer et on met en production 2 ans plus tard. On a mis en production au bout de 5 mois, la première fois, avec des MVP itératifs. Donc tout ça, il fallait s'organiser. Et donc la méthodologie que je vous raconte, finalement, donc les 8 semaines, c'est tout ce plan. Donc on fait un kick-off formel, on invite toutes les parties prenantes, l'équipe, ceux qui sont impactés. Et voilà, dans les 8 prochaines semaines. Et on se revoit au bout de 8 semaines et on va vous dire ce qu'on a appris et ce qu'on va faire, notre plan, etc. Donc on commence par se dire, bon, notre vision c'est quoi? Ok, c'est de vendre des pneus. Mais comment faire de l'orchestration de processus sans orchestrateur, en microservices, pour qui, quels besoins, quels problèmes on essaie de régler? Donc la vision, répondre à la question qui sont nos utilisateurs, quand même important de savoir qui on travaille et qui qui solution qu'on avait complètement. Alors, j'étais là quand on a fait vidéo il y a 10 ans. On avait complètement oublié les utilisateurs sur le permis qui n'a pas essayé
organisé, alors j'aime pas dire le mot, mais dans une roadmap. Alors dans une roadmap, chez nous, ça veut dire, chez moi, ça veut dire 3-4 mois de visibilité. Je fais partie qui pense que des roadmaps sur 5 ans, c'est quelque chose de réaliste. C'est-à-dire qu'à peu près au moment où on les écrit, elles sont caduques, donc autant ne pas les écrire. On a une vague idée de l'étoile polaire, et puis on est à peu près sûr de ce qu'on va faire dans les 3-4 prochains mois, et après on va pivoter au gré des vents et des incidents. Donc c'est ce qu'on a appelé le MVP plan. Et on est revenu voir nos commanditaires en disant, bah, voilà, l'équipe c'est ça, notre vision c'est ça, notre plan à 3 mois, 3-4 mois c'est ça, on y va. Et ça, on a fait ça vendredi, et puis lundi matin, on est parti. Et donc, pour revenir, donc on a vu notre changement en fait de paradigme orchestration versus chorégraphie. On a vu l'organisation du projet pour reconstruire le monolithe. Maintenant, il faut qu'on parle un peu de l'architecture technique qu'on va mettre en œuvre pour cette nouvelle solution. Donc, chez Michelin, côté IT, on a 2 ambitions. On veut être evergreen, donc on veut moderniser nos systèmes d'information, construire des solutions flexibles. Il faut qu'on soit up-to-date toujours en production, il faut qu'on fasse des déploiements rapides, il faut qu'on soit résilient. D'accord. Et on a aussi notre ambition, c'est d'être une data-driven company. Donc, on veut être capable de faire de l'analytics en temps réel sur nos données. Donc là, avec ces deux grosses ambitions, en fait, on choisit chez Michelin de déployer, et donc dans ce contexte-là, de déployer une architecture événementielle basée sur une architecture microservice pour atteindre ces patterns d'opérabilité et de construction qu'on souhaite aborder. Donc techniquement, ça veut dire quoi? Voilà la solution qu'on a déployée. Donc sur le haut du tableau, en fait, on va retrouver nos services. Nos services, on va déployer des microservices avec des composants Java. Nous aussi, on utilise du Spring Boot. Et on les déploie, nous, sur du Kubernetes. Comme je le montre ici, nous, dans notre contexte, en fait, on interdit la communication entre services par API synchrone. On se force à communiquer avec notre plateforme de découplage qui est Kafka. Donc, en fait, chacun des services réagit à un événement dans Kafka, va manipuler la donnée et va ressortir un événement dans Kafka. On garantit comme ça le découplage et la résilience de la solution. Tout à l'heure, on l'a évoqué, comment on garantit que la donnée a été émise. Et bien là, nous, on le garantit grâce à Kafka et à la résilience et la persistance des données dans Kafka. Un autre point, on l'a vu tout à l'heure, notre solution, elle communique beaucoup, elle est très interfacée avec les autres systèmes d'information. Lorsqu'on a réécrit notre application, les autres systèmes d'information, lorsqu'on a notre application beaucoup plus autonome et comme volonté d'être le plus autonome possible indépendant des et systèmes. d'être complètement indépendant des systèmes. On n'a absolument pas modifié les interfaces qu'on avait avec ces applications-là. Nous, notre système, il communique avec Kafka. Quand on va communiquer avec les applications extérieures qui communiquent plus en mode fichier ou en mode message MQ, on va utiliser la librairie Kafka Connect massivement pour communiquer avec les applications externes. Ce qui a été mentionné également là, et ce qui est remonté dans les différentes présentations, c'est l'importance en fait de notre chaîne CI/CD de déploiement pour les architectures microservices. On reviendra un petit peu plus tard dessus. En fait, tout est automatisé, de la partie build, test unitaire, test d'intégration et déploiement jusqu'à la production, puisqu'on a une plateforme avec beaucoup de microservices. Nous, chez Michelin, on utilise une plateforme pour gérer nos logs qui s'appelle Splunk. Donc, on utilise Splunk pour pousser nos logs d'application. Et là, dans le cadre de la mise en place d'une architecture microservice, ce qui est très important, c'est de capter les métriques de nos services. On l'a évoqué à plusieurs reprises. Il faut qu'on puisse observer la plateforme technique. Donc là, on a instancié la stack Prometheus Grafana. Donc, on reviendra un petit peu plus tard. Donc ça, voilà, ça, c'est l'architecture technique qu'on a déployée. Donc maintenant, on a l'organisation de l'équipe, on a l'architecture technique. Maintenant, il faut commencer à décomposer le fameux monolithe. Donc, comment on passe de ce gros bloc à tous ces petits blocs? Donc, on sait que réécrire une application, ça fait peur. Ça fait peur, mais en fait, il y a des moyens, un petit peu des patterns qu'on peut mettre en œuvre pour avoir un petit peu moins peur et pour faire moins peur à notre business. Parce que quand on lui dit on va tout réécrire, il va nous poser quelques contraintes. Notre business, il nous dit, moi, je ne veux pas faire de Big Bang, parce que c'est trop risqué. Parce que sinon, si les camions ne partent plus des usines, c'est un vrai problème chez Michelin. Donc là, il nous dit, on ne fait pas de Big Bang. Donc là, on se dit, on fait comment? On va avoir une approche client par client, usine par usine. On va avoir une approche workflow, processus par processus. Je vous rappelle, on en avait une vingtaine. Donc, on va le définir.
On sait déjà, comme on ne fait pas de Big Bang, qu'on va devoir faire cohabiter l'ancien système avec le nouveau système. Donc ça, c'est une contrainte qu'on va avoir. Et on sait qu'il va falloir qu'on puisse tester les nouvelles features avec ce qui se passe en production. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Donc ça, c'est bien, c'est la théorie. Maintenant, on va passer à la réalité. Et qu'est-ce qu'on a appliqué comme pattern pour décomposer notre monolithe? Donc la première étape qu'on a appliquée, alors c'est un petit panneau qu'on peut retrouver en Auvergne, c'est un panneau de routage et de signalisation. Donc en fait, ce qu'on a fait, on a apporté, le premier pattern, c'est le routing. Donc là, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé d'isoler notre vieux système. On l'a entouré. Donc pour chaque interface sortante ou chaque interface entrante, on a mis un composant de notre nouvelle plateforme qui permettait le routage. Première étape, on crée nos premiers services, des services techniques, on n'apporte pas de fonctionnalité métier, on crée des composants qui vont dérouter l'information. Dans un premier temps, le premier passage, on crée nos composants techniques et on reroute l'information à l'ancien système. Ça nous permet d'isoler et d'encercler notre système. Comme ça, on l'isole du reste du monde et après, on va commencer à le grignoter. Donc, on arrive à l'étape 2. Alors, à l'étape 2, en fait, on parle de strangulation. Alors là, on retrouve l'image d'un arbre, en fait, qui se nourrit d'un autre arbre et puis qui va l'assécher. Alors, j'ai plus le nom de l'arbre, mais on le trouve pas mal en Asie. Oui, c'est Martin Fowler. Oui. Et donc, du coup, là, on va commencer à construire les premières fonctionnalités pour commencer à détricoter notre monolithe. Donc, nous, dans notre cas, on se rappelle, on avait une vingtaine de processus. Donc, par quoi on commence? Est-ce qu'on commence à dire, bon, bah, je reconstruis un seul processus? Est-ce que j'ai un processus avec 20 étapes? Par quelle bout je commence? Donc, nous, on a décidé de commencer, en fait, on se dit, la commande, notre commande interne, elle commence son histoire dans l'ancien système et on commence à dérouter dans les dernières étapes de la gestion de la commande vers le nouveau système. Donc, on commence à tarir par les dernières fonctionnalités du processus. Nous, ça a été notre choix. Alors après, on a eu des heures cubiques de discussion pour être le moins impactant. Donc, ça se travaille. Nous, c'était notre choix, mais c'est peut-être pas le choix dans tous les cas. Donc là, grâce à ce routage, en fait, comme on capte tous les messages entrants, tous les messages sortants, on est complètement agile pour dire, bon, bah, maintenant, je ne parle plus à l'ancien système et c'est les nouvelles fonctionnalités qui prennent leur lait. Donc ça, c'était le deuxième pattern qu'on a appliqué. Alors, je le rappelle, tout à l'heure, notre business, il nous a dit, pas de Big Bang, c'est interdit parce que c'est trop risqué. Mais il nous dit en même temps, il nous dit, oui, mais je n'ai pas les moyens de faire les tests de non-régression à chaque go live. Alors là, on lui dit merci. Et puis on y va et on dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On a encerclé toute notre application. Donc, on voit, dans Kafka en plus, on voit toutes les données qui passent en production, en entrée et en sortie. Donc, comment on va pouvoir les utiliser? Quelque part, on a toutes les données de prod, on a tous les cas fonctionnels possibles, plutôt que de les générer à la main. On en oublie toujours. Et donc là, grâce à ça, en fait, on a appliqué un pattern qui est, bah, je teste mes nouvelles fonctionnalités avec les données de production et je fais des études comparatives. Je compare le résultat entre mon ancien système. Ça nous a permis de découvrir des bugs que nous avions sur l'application existante également. Mais bon, donc du coup, voilà, c'est ces trois patterns-là qu'on a appliqués pour nous permettre de décomposer de façon sécurisée notre monolithe. Alors maintenant, on va passer à la phase. Donc on sait comment décomposer, on a défini le logo. Et maintenant, on construit notre application. Donc, notre produit au web, alors, au web, non, le produit, non,
une plateforme de 200 microservices. Comme on l'a vu, on communique beaucoup avec ça, on s'appuie aussi sur la plateforme Kubernetes pour déployer nos services. Donc là, on adresse le pattern de bulkhead, qui est le cloisonnement. On pense dans les bateaux, on a des cales. Quand l'eau rentre dans une cale, c'est cloisonné pour pas que le bateau coule. On en est à peu près. C'est l'idée. C'est-à-dire que nos services, ils ont une mémoire bien dédiée. Et quand il y a un service qui tombe, c'est pas toute la plateforme qui tombe. Donc ça, c'est les plateformes, l'architecture microservices, c'est les plateformes de Kubernetes qui nous aident à adresser ce sujet-là. Et puis, dans la phase de construction aussi, on applique le pattern fail-fast. Quand on est avec 200 microservices, si on a une erreur qui est détectée, il faut que l'erreur soit détectée au plus tôt. Si elle est détectée trop tard dans la chaîne, dans l'algorithme, en fait, du coup, on a beaucoup de difficultés à diagnostiquer. Donc, on applique ce pattern-là. Donc ça, c'est les patterns plus autour du build. Quand on doit mettre en œuvre cette plateforme de microservices, il faut qu'on applique aussi des patterns sur le run. On l'a vu dans plusieurs présentations. Les chaînes de CI/CD, la partie automatisation, rien de manuel, c'est clé. Si on doit faire des opérations manuelles, on ne va jamais y arriver. On a 200 microservices à déployer. 200 microservices sur lesquels on doit faire des chaînes de CI/CD, on doit faire des tests unitaires, des tests d'intégration. Donc tout est automatique et en un clic, on déploie nos services. Donc ça, c'est important. Nous sommes sur une plateforme résiliente, c'est-à-dire qui se répare toute seule. Le microservice tombe sur Kubernetes, il est redémarré automatiquement. C'est très bien. Il faut être informé que ça a été fait. Donc, on est informé. Il faut absolument qu'on puisse observer techniquement notre plateforme de microservices. Ça, c'est clé également pour pouvoir réparer à froid et pas à chaud. Donc voilà, ça, c'était les éléments clés du build et du run. Donc, je te laisse la parole. Donc 2 ans plus tard, on est en production, on a quasiment fini. J'ai plus la date de fin, mais on n'a jamais été aussi proche. Donc, si on devait ressortir les éléments clés, comme vous l'avez vu dans la méthodologie, on a essayé d'appliquer une approche produit. L'utilisateur au centre, la valeur, le process n'étant qu'un moyen de répondre aux besoins des utilisateurs, et donc une équipe financée dans la durée, orientée produit. On a aussi utilisé Domain Driven Design, c'est moi qui me trompe, pour essayer de découper d'un point de vue métier et avoir des domaines les plus isolés les uns des autres. Donc ça, tu as mentionné l'event storming, il faut pratiquer, il n'y a pas de découpage parfait, mais ça a été important pour aller sur ce découpage-là. Le point clé, c'est qu'on est sur des architectures, des systèmes distribués. Et je ne vais pas vous raconter d'histoire, c'est compliqué. Tout est distribué. Kubernetes est distribué, Kafka est distribué, les connexes sont distribués. Qu'est-ce qui n'est pas distribué en fait? À peu près tout est distribué. Donc, pour essayer d'opérer tout ça, il faut monitorer, observer, donc une stack spécifique qui remonte énormément de données, donc il faut être capable d'analyser tout ça. Alors, on est résilient, mais on a eu des crashs en production. Et des vrais crashs, parce qu'on a perdu des data centers, plus que prévu d'ailleurs, au même moment. Et il y a même Kafka ou Kubernetes qui sont des plateformes résilientes. Il y a un moment donné où on arrive au cas où ça ne marche plus. L'avantage, c'est comme tu le disais, quand ça va vraiment mal et quand on revient à une situation normale, ça redémarre assez facilement. C'est-à-dire qu'on a eu un cas où on a perdu un data center, et du coup, on a vu le système s'arrêter. Il n'a pas crashé, il s'est arrêté. Il n'avait plus rien à processer. Les data centers sont revenus en ligne. Instantanément, l'ensemble du système a repris son processing, a priori comme si de rien n'était. Par rapport aux monolithes qu'on a toujours, eux, ils n'ont pas tout à fait redémarré dans cet état-là quand c'est revenu en ligne. Ils ont eu plus de mal à survivre à la panne.
Il faut des compétences techniques, hein, de design. Le métier voit la chaîne d'événements, les topologies de processing. Et on discute avec le métier comment, quand on part d'un événement d'une prise de commande, ça arrive jusqu'au bout, quels sont les domaines impliqués. C'est une discussion qu'on a et qu'on a formalisée sous forme de topologie. C'est pas tous les métiers, enfin je sais pas les vôtres, mais nous au départ, ils n'étaient pas complètement à l'aise sur ce truc-là. C'est-à-dire que quand on leur a montré une topologie, ils ont vu un graphe, ils nous ont dit et ça sert à quoi? Et donc on a été obligé de les éduquer. Mais si on ne fait pas ça avec eux, on a une distance trop forte entre l'IT et le métier et ça ne fonctionne pas bien. Donc c'est le métier, les développeurs, les architectes, les DevOps, tout doit être aligné pour supporter cette architecture distribuée. Et puis j'ai mis Mel Conway à droite, là, enfin à gauche, parce qu'il faut toujours le mettre dans une présentation. C'est celui qui a fait la Run Conway. Et en fait, rétrospectivement, donc là on a une équipe qui a remplacé DO par un autre produit. L'idée qu'on avait au départ, c'était, en fait, il ne faut pas de produit, je vous ai dit, il faut faire une chorégraphie. Chorégraphie, ce n'est pas un produit, c'est un ensemble de microservices qui se parlent dans des domaines qui échangent les uns avec les autres. On n'a pas pu faire ce saut-là. C'est-à-dire que l'organisation, déjà, on lui a dit, bon, on va prendre ce truc-là, on va le découper en petits morceaux, on va créer 200 microservices et vous allez voir, ça va bien se passer. Ils nous ont dit, c'est un peu risqué votre affaire. Donc, ils nous ont donné plein de contraintes. Et puis, si on leur avait dit, puis vous savez quoi, en fait, l'équipe, on va la démanteler, puis on va remettre tous les microservices découpés dans chacun des domaines qui doivent gérer cette responsabilité-là, là, on aurait eu, je pense, 2-3 malaises cardiaques. Donc, on n'a pas fait ce saut-là aujourd'hui, mais la chorégraphie sous-tend quand même que le produit qu'on vous a montré, il n'existe pas. Il devrait, si je prends l'exemple du transport, dans les 200 microservices, il y en a, je ne sais pas, 30 du transport. Ces 30 microservices du transport, ils devraient être gérés par le domaine transport. Qui, mieux que le transport, sait gérer le transport? Pas l'équipe OM, puisque ce ne sont pas des experts du transport. Donc, la dernière étape, je ne sais même pas si on a pensé à le faire aujourd'hui, ça sera d'aller vers cette décomposition totale où on décompose l'organisation en même temps que le fameux monolithe. Donc là, on a fait un pas, il nous en reste à faire. Et je ne sais pas trop comment on va y aller, mais il faudra à un moment donné qu'on le fasse. Parce que mine de rien, cette équipe-là, qui doit gérer tous les domaines, hein, déploiement de planning, transport, ERP, facturation, en termes de compétences métiers, c'est quand même consistant, quoi. Il faut connaître tous les processus, et comme on l'a démontré avec DO, c'est dur de maintenir ces connaissances et ces compétences dans le temps. C'est vachement plus simple de couper ça en morceaux et de mettre ça dans chacun des domaines. Donc ça sera pour quand on reviendra dans 10 ans. On vous présentera la vraie cible. On aurait pu faire le même exposé, mais sous un format complètement différent. On aurait pu vous parler que de Kafka, parce qu'on a fait beaucoup de Kafka. On aurait pu vous parler de streaming. On fait des architectures événementielles, on pourrait vous dire comment on fait du streaming. On aurait pu vous parler du changement de mindset qu'il a fallu pousser dans notre organisation. Je parlais des experts métiers qui parlent la topologie Kafka Stream couramment. Ça, c'est un beau changement de mindset. Faire des roadmaps à 4 mois, c'est aussi un beau changement de mindset. Donc, on aurait pu prendre le talk et le faire avec plein de perspectives différentes. Si vous êtes intéressé dans la présentation, il y a des articles qu'on a écrits. Moi, Valérie, sur le blog qu'on met à disposition en public, il y a 3 articles sur l'histoire que je vous ai racontée. Un qui était les prémices. 2, on démarre pour de vrai et on le fait. Et 3, les retours d'expérience écrits par les gens qui l'ont fait. Parce qu'en fait, moi, je ne l'ai pas fait. Je l'ai accompagné ceux qui faisaient. Et Valérie et son équipe, ils l'ont fait. Et ils ont galéré quand même, grosso modo. Donc, ça a été compliqué pour eux. Et ils viennent, dans l'article, ils viennent nous parler de leur retour d'expérience du terrain des tranchées. Donc voilà, 2 ans d'efforts, on y est presque. Et dans 10 ans, on aura tué le produit. Voilà. Un petit lac. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il n'y a pas beaucoup de questions en ligne non plus.
Oui, moi, j'aurais une question, mais qui est plus générale et qui peut-être s'adresse aussi aux autres orateurs. C'est par rapport à une approche ancienne, hein, qu'on appelait SOA. Quelle est la différence entre une approche SOA et une approche microservice? Je ne parle pas de l'aspect technique. L'aspect technique, ça, c'est effectivement, il y a une différence. Mais entre modélisation au niveau architecture, soit fonctionnelle, soit applicative, est-ce qu'on voit une différence ou non? Alors moi, je n'opposerais pas SOA. Alors microservice, c'est un choix d'implémentation qu'on a fait. On aurait pu faire la même chose avec autre chose que des microservices. Ce qu'on a fait, c'est plutôt une approche d'architecture event-driven architecture, donc une architecture orientée événement. Et c'est plutôt ça qu'il faut comparer à SOA. Donc là, on a modélisé tout notre système pour qu'il soit asynchrone. Comme elle l'a dit, il n'y a aucun des microservices, enfin des morceaux du truc, qui communiquent de façon synchrone. Et donc on a tout modélisé de façon asynchrone avec des événements. Et finalement, c'est ça qui a permis de décomposer ce fameux orchestrateur en chorégraphie, parce que c'est une succession d'événements. Le fait que ce soit des microservices qui processent ces événements, je dirais, c'est presque c'est pas un détail, parce qu'il y en a quand même 200, mais c'est un choix qu'on a fait. Le vrai changement, c'est une approche événement plutôt qu'une approche purement orientée service qui communique de façon plutôt synchrone. C'est toi qui le disais tout à l'heure, où ben, quand on est sur une approche SOA, là, dans le temps web service, SOAP, etc., j'en ai fait. Maintenant, REST, c'est à peu près pareil, sauf que c'est des services synchrones. Donc, c'est plutôt ce changement synchrone asynchrone, service versus événement. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il y a peut-être d'autres réponses dans la salle. Hein, mais comme ça que je répondrai. Du coup, moi, j'avais plutôt une question par rapport, pour tuer le canard, là, Est-ce que mettre de l'agilité à l'échelle, avec des frameworks comme Safe, est-ce que ça permettrait d'aider à transformer le mindset de l'entreprise et à déplacer ces fameux 30 microservices qui font du transport chez les gars qui font que ça, quoi? Alors, tu me compléteras si tu veux, Thierry, après, mais nous, on a fait le choix de ne pas utiliser. Enfin, on n'est pas des grands fans de Safe, non pas que c'est pas bien, mais moi, je l'ai vécu sur d'ailleurs, on a implémenté un peu de Safe dans le programme dans lequel on évolue, PI Planning, etc. Et dans un programme comme ça, c'est extrême. Enfin, on a je ne sais plus combien d'équipes, une vingtaine d'équipes qui communiquent, enfin, qui collaborent sur des roadmaps à 5 ans, avec tellement de contraintes que de toute façon, on ne peut pas y arriver. Donc là, on a fait une transformation sur un produit des 20 équipes dont on parle. Donc aujourd'hui, l'agile à l'échelle sur ces programmes-là, on n'y est pas du tout en fait. On n'a pas fini cette transformation qui voudrait qu'on ait des roadmaps peut-être plus courtes, un peu plus d'indépendance entre les différentes équipes. On n'y est pas du tout là. Donc c'est un des freins qui fait qu'on n'a pas tué le canard, quoi. C'est juste pas possible parce que ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'une des autres contraintes qu'on nous a données, c'est ne venez pas impacter tous les systèmes qu'on a listés. Ne venez pas impacter notre TMS, ne venez pas impacter votre WMS, etc. parce qu'ils ont déjà tout le reste à faire du programme. Donc, toute cette équipe OM, elle a pris toute la complexité de l'écosystème. Elle a joué les interfaces, elle a beaucoup de contributeurs. Et donc, cette équipe est agile. Le programme aujourd'hui, enfin, de mon point de vue, ne l'est pas trop. On va peut-être s'améliorer, mais pour moi, on n'y est pas. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Thierry, un complément? Une question en ligne de Vincent Thiebaud. Comment gérez-vous un changement critique de la signature d'un service? Breaking changes. Eh bien, quand on va... Alors nous... Ah pardon. Non, on ne le gère pas. Non, si. Si. Alors en fait, grâce à Kafka, quand on a... Alors, breaking change, hein, quand on a une évolution d'un modèle de Kafka, il y a des modifications de schéma qui sont rétrocompatibles. Et là, si la question est sur un breaking change, eh ben, on fait comme un versionning d'API, on fait une V1, on fait une V2, et on gère en fait le changement auprès du consommateur de passer sur la V2. Alors, quand c'est entre deux services qui sont chez nous, on le gère en interne.
Mais quand ça va être, parfois on peut communiquer avec certaines des applications via Kafka, et donc du coup on publie dans deux schémas, et on gère le changement avec l'application qui est consommatrice pour les basculer vers une V2, comme si c'était une API REST avec une V1 et une V2. Et on donne, alors, dans notre organisation, sur le domaine de la supply chain, on essaie de dire pas plus de 6 mois. Mais ça, C'est la règle. ça c'est la règle. Une question d'Emmanuel Grandière qui vous félicite au passage pour ce beau projet. Quelle est la politique de nettoyage des données que vous avez appliquée dans Kafka, fenêtre de nettoyage glissante, compactage, conservation long terme? Alors, pour tout ce qui est topic de données de référence, on est sur du compactage. Pour tout ce qui est, donc nous, le cycle de vie d'une commande, quand on est en interzone et qu'on fait de la France vers le fin fond du Brésil, une commande peut avoir une espérance de vie de 6 mois. Et donc, du coup, pour ces données-là, on garde 6 mois en ligne dans Kafka. Donc c'est topic par topic. Use case par use case. Oui, topic par topic, on a une règle. Donc, pour nos données interzone, on est à 6 mois. Pour nos données intrazone, on est à 1 mois. Et pour les topics de données de référence, donc nos référentiels produits et clients, on est sur du compactage, où on garde une clé de chacune de nos références. C'est l'idée. Une question dans la salle? Il n'y en a plus en ligne. Hein. Il y en a une nouvelle. Ah, Kim Le Tourneur. Comment avez-vous découpé votre base de données en 200 bases de données correspondant à 200 microservices? C'est une super question. Je crois qu'on a une seule base de données qui n'est pas sur les microservices. Non. On n'a pas de base de données en fait. On n'a pas de base de données. Notre base de données, c'est notre bus d'événements, c'est Kafka. Après, chacun des services, lui, il a un état. Il garde un état. Donc ça, c'est les applications Kafka Stream. Tout à l'heure, on parlait de cache Redis. Nous, on utilise des caches RocksDB qui arrivent avec le framework Kafka Stream. Par contre, effectivement, notre business, il a besoin d'avoir une vue et de l'observabilité. Donc là, on a des grandes discussions pour aller publier les données qu'on a dans Kafka vers une base externe, donc un Snowflake ou pour l'instant un Postgre, pour faire de l'observabilité métier. En fait, pour compléter, notre système existant DO, pas de secret, il y avait une table order, normale. Combien de champs? 256 champs. Voilà, 200 custom, quoi. Et ce truc-là, ça a dénormalisé, hein, ça a opéré nos 20 process. On a fait très attention avec Valérie pour ne pas introduire dès le début une base, parce que dès qu'il y a une base, on va mettre des trucs dedans, et un truc qui s'appelle une commande. Et une fois qu'on fait ça, on refait DO, mais différemment. Donc on a tenu presque 1 an et demi sans mettre une base. C'est une belle perf quand même. Et à la fin, on en a mis une pour du report, parce qu'il en faut une pour faire du report. Mais dans les faits, il n'y a pas de base de données. C'est que des topics Kafka. C'est clair. Des questions dans la salle? Ou en ligne? Hein? Oui, est-ce que vous m'entendez? J'aurais éventuellement une question distancielle. Oui, je vais prendre cette dans la salle. Bonjour. Quelle était la taille de l'équipe projet? L'équipe, vingtaine de personnes au début. Pas au début, non. Au début, on était moins. Ça a grossi. Oui. Là, aujourd'hui, on est une trentaine de personnes. Et moi, je dirais qu'on était 12. Oui. Une quinzaine de personnes pendant vraiment la montée en compétences de l'équipe. IT, métier. Hein. Moi, je ne fais pas une équipe, je mets tout ce qu'il faut dans l'équipe. Métier, business, IT, peu importe. Si j'ai besoin de cette compétence, je mets la compétence dans l'équipe. Et là-dedans, on était une quinzaine. Oui, une quinzaine. Il y a une question en ligne, a priori. J'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. On ne peut pas poser de Emmanuel, questions. Quand vous dites que vous avez isolé votre ERP, est-ce que ça veut dire que vous avez obligé l'ERP à cracher ces données dans un topic pour les ingérer de l'instant d'après? Alors, quand on a l'ERP, il communiquait via MQ, d'accord, via MQ Manager, MQ, WebServer MQ. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des rebonds. En fait, on a capté la donnée en sortie, on l'a mis dans le service, on l'a publié dans Kafka pour en garder une trace, et on l'a republié vers l'application destinatrice. Donc à chaque fois, on ne demandait pas
à DO de le faire, mais on sait que ça, ce sont des... C'était un peu la même équipe, mais ça, ce sont des services qui sont jetables. Et ça, on est en train, comme on a fini ou presque, de décommissionner le système initial, tous ces services, comme c'est des petits services, qui vont être jetés à la poubelle. Donc ça, c'est du transitoire. Oui, il ne faut pas hésiter à faire du transitoire quand on veut décomposer. Pas non plus, on sait qu'on va peut-être modifier l'ancien système. C'est jetable, et il faut accepter de faire du code jetable. Et des fois, on n'accepte pas. Voilà. Alors, c'est assez proche au final. Il y a des éléments qui viennent d'être donnés. Question de Mohamed. Les microservices imposent-ils une réorganisation fonctionnelle ou peut-il se faire sur des critères techniques, empreinte mémoire du service et sollicitation? Alors, c'est plutôt DDD qui nous aide là-dedans. Encore une fois, le microservice, c'est juste un choix d'implémentation. Quand on fait une décomposition en domaine, quand on a un domaine métier et qu'on le décompose dans des fameux bounded context, c'est compliqué de... Moi, j'appelle ça des patates, puisqu'on dessine au tableau, là. Et c'est compliqué de dire, il y a quoi dans ma patate? Et donc, l'une des heuristiques qu'on utilise, c'est... il y en a plein. Potentiellement, ce n'est pas le même... rythme d'évolution. Il y a un domaine qui va évoluer 10 fois plus vite que l'autre. Bon, déjà, ça, c'est une indication que potentiellement, c'est deux domaines. Je pense que c'est toi qui disais, si ces deux domaines sont sans cesse en train de changer des trucs, c'est peut-être le même. Il y a des décisions techniques. Peut-être que la stack de l'un est différente de la stack de l'autre. Il y a des notions de vocabulaire. Donc, non, nous, on vous a fait simple, mais l'order, la commande, ça s'appelle jamais pareil. C'est-à-dire qu'au départ, ce n'est pas une order, ça devient une order, puis ça devient une delivery parce qu'il faut le mettre dans un camion, puis ça devient un chargement parce qu'il faut le mettre effectivement dans un camion, puis ça devient une facture à la fin. À chaque fois qu'il y a un changement de vocabulaire, c'est un signe que c'est un changement de domaine. Donc c'est potentiellement un autre microservice. Donc il y a plein de... Donc DDD là-dedans, je ne sais plus combien il y en a, il y a 12, 13 heuristiques comme ça, et il faut les avoir en tête, et puis il faut surtout être assez humble. On revient tout le temps dessus, quoi. C'est-à-dire que la définition des domaines, elle change tout le temps parce que, moi perso, je suis jamais tombé bon du premier coup, quoi. Il faut refaire. Faire et refaire, c'est toujours fait. Je la vois pas, moi. Vraiment les problèmes de débit. Tout est en interne, donc data center, il n'y a pas de flux de services avec des systèmes fournisseurs ou clients. L'équipe est à l'interne. Oui, alors l'application, elle est interne tout en étant sur une plateforme Kubernetes qui se trouve dans le cloud. Donc on souscrit un service pass. Notre plateforme Kafka, on a démarré une prémisse et on a subi aussi une migration vers le cloud. Et effectivement, notre écosystème ne parle qu'avec des applications internes de Michelin, mais qui peuvent être quand même des SaaS, mais qui ne sont pas des applications clientes ou des transporteurs. La seule fois où on a une communication externe, c'est avec le transport maritime, où on reçoit des événements maritimes pour nous donner un peu un statut d'avancement de notre bateau. Enfin, pas du nôtre, mais du bateau qui porte notre container. Ceci dit, à terme, il y aura bien ces scénarios-là, parce aujourd'hui, on opère nos magasins. On a des scénarios de la logistique où c'est des magasins opérés par des tiers, et du coup, ils ont des systèmes qui ne sont pas nos WMS. Donc, on aura ce cas-là. Aujourd'hui, on n'y est pas. C'est que de l'interne. Question de Marilène Lamonnier. Y a-t-il un chef d'orchestre? Comment assure-t-on la cohérence d'ensemble? Qui fait des contrôles? Quid de la gouvernance? Vision processus, données? Alors, j'ai eu cette question plein de fois chez nous. Quand on a démarré le truc, tout le monde me disait il me faut un chef d'orchestre parce que je veux avoir une vision end-to-end pour contrôler. Et contrôler, même a posteriori, pour voir si ça s'exécute bien ou pas. Et en fait, quand on creuse et qu'on va voir les utilisateurs, on est tombé, je crois, une fois sur un gars qui avait besoin d'avoir une vision end-to-end sur un des processus qui étaient intercontinentaux. Tous les autres nous ont dit la vision end-to-end, en fait, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est mon domaine à moi. Donc la supply, la log, etc. Donc en réalité, déjà, quand on creuse, les tours de contrôle end-to-end, chez nous, il n'y en avait pas. Et après, il n'y a pas de chef d'orchestre, d'accord? Et en quoi ça dérange? Je veux dire, il n'y a pas de donneur d'ordre. Pour autant, on prend des commandes, elles descendent, on sait les router vers la supply, la log, etc. Et chacun est responsabilisé. C'est-à-dire, c'est quand même le transport qui doit savoir s'il veut optimiser son camion. Ce n'est pas quelqu'un à Clermont-Ferrand dans un bâtiment central qui va dire « Attendez, bon, moi je sais parce que j'habite Clermont-Ferrand, donc ça doit être fait comme ça ».
quand même le gars sur le terrain qui gère le transport, quoi. Donc, la notion d'orchestrateur, moi, ma fille fait de la musique, il y a des orchestres qui n'ont pas de chef. Et ce n'est pas nécessairement cacophonique pour autant. Par contre, je crois qu'il y a un nom d'orchestre d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, mais pour autant, chacun des membres des pupitres, là, des équipes, faut qu'il soit bon quand même. Parce que, effectivement, le chef d'orchestre, il bat un peu la mesure. C'est bien d'avoir le mec qui bat la mesure, mais quand on l'a pas, on le fait pour lui et ça se passe très bien. Si tu veux compléter. Non. Allez, on finit par une dernière question d'Emmanuel Grandière, qui aura été le plus actif sur le fil de conversation cet après-midi. Il dit, s'il comprend bien, votre ERP était peu ou prou déjà organisé en microservices, faiblement couplé, puisque communication par MQ, n'était-ce pas une situation de départ assez favorable? Alors, d'un point de vue intégration avec les autres systèmes, c'était favorable parce qu'on avait déjà effectivement la partie, on appelait des composites dans DO, c'est des composants en fait qui jouaient l'interface avec les systèmes. Donc ça, oui, c'était facile. Par contre, le fait que tout notre ERP, Olivier le disait, on avait la table d'order avec ses 256 champs, et dès qu'il y avait un événement, il fallait le recoller à la ligne de commande initiale. Et ça, on a voulu l'enlever. Et ça a été assez assez difficile. Mais ça, c'était notre problématique dans notre contexte. J'imagine que d'autres personnes auront d'autres problématiques dans notre contexte. Donc nous, d'un point de vue intégration technique, oui, c'était assez facile parce qu'on était découplés des systèmes, mais d'un point de vue complètement décomposé et ne plus avoir cette ligne de commande et ce processus, ça, c'était un petit peu compliqué. Oui, après, ce qui nous a facilité la tâche, c'est plutôt le fait que nos process étaient orientés par domaine. Donc, on avait un bout du DDD qui était déjà fait. Par contre, techniquement, c'était un beau monolithe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on déployait un truc, il s'arrêtait. Donc, c'était un monolithe qu'on a été obligé de découper. On peut vous applaudir encore. Merci.